Dans les salles dorées de l'Europe de la fin du XIXe siècle, un roi était célébré comme un grand humaniste, un monarque visionnaire dont l'ambition déclarée était de projeter la lumière de la civilisation au cœur de l'Afrique. Cet homme était Léopold II de Belgique, et sa lumière était un mensonge, un masque philanthropique pour une entreprise privée d'un sadisme sans pareil. Il a bâti un royaume non pas de briques et de mortiers, mais de terreur et de douleur, un empire de souffrance soutenu par les fusils de la force publique et alimenté par une monnaie terrifiante de main coupée. Ce qui suit est l'histoire de la façon dont la cupidité sans fond d'un seul homme a engendré un système de torture si vaste et si méthodique qu'il a effacé des millions d'existences. Incapable de s'emparer d'une colonie par les mécanismes traditionnels de l'art de gouverner et de la puissance militaire, Léopold pivota vers un théâtre de la tromperie, se lançant dans une campagne de relations publiques si audacieuse et si brillamment exécutée qu'elle allait piéger le monde occidental tout entier dans son fantasme. Il comprenait que l'esprit de l'époque, malgré toute sa brutalité impériale, était également sensible au langage de l'idéalisme élevé. Ainsi, il a forgé son arme non pas en acier, mais en rhétorique. En l'an 1866, il convoqua une grande conférence géographique à Bruxelles, rassemblant explorateurs et dignitaires pour annoncer la formation de l'Association internationale africaine, un organisme dont le nom seul rayonnait de légitimité scientifique et d'intention philanthropique. Ce fut le coup de maître, une mascarade sophistiquée conçue pour dissimuler une ambition brute sous les nobles habits de l'humanitarisme. Sa charte était une symphonie de mensonges bienveillants, parlant de supprimer la traite des esclaves arabes, d'établir la paix entre les chefs de tribus et d'ouvrir le cœur du continent à la science et au commerce pour le bien de tous. C'était un chant des sirènes que le monde voulait désespérément entendre. Cette image soigneusement élaborée devint son principal outil lors de la conférence de Berlin de 1884, le grand conclave où le sort de l'Afrique devait être décidé. Tandis que les grandes puissances se chamaillaient pour des territoires côtiers et l'accès aux fleuves, les envoyés de Léopold, agissant en tant que représentant de sa bienveillante association plutôt que de ses intérêts personnels, manœuvraient en coulisses avec une précision chirurgicale. Ils présentèrent le roi non pas comme un empereur en puissance, mais comme le financier désintéressé d'un grand trust international, le seul homme prêt à supporter le fardeau financier de la civilisation du vaste bassin du Congo. Il promit le libre échange pour tous, un leurre irrésistible pour les nations industrielles comme la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Il promit d'éradiquer l'esclavage, un baume moral pour la conscience de nations comme les États-Unis, qui devinrent les premiers à reconnaître sa revendication. Il joua les grandes puissances les unes contre les autres avec l'habileté d'un maître marionnettiste, convainquant chacune qu'un Congo administré par le bienveillant et neutre Léopold était infiniment préférable à ce qu'il ne tombe entre les mains d'un rival. Ils le voyaient comme un gardien sûr, un substitut philanthropique. Ce qu'ils ne virent pas, aveuglés par leur propre cupidité et sa performance magistrale, c'est qu'ils n'accordaient pas la gérance d'un État libre. Ils accordaient une souveraineté absolue et sans contrôle sur un royaume personnel à l'homme même dont ils avaient si gravement sous-estimé l'appétit, devenant ainsi les complices consentants du crime qui allait suivre. L'encre de l'acte de Berlin, à peine sèche, le monde avait sans le savoir ratifié l'un des arrangements politiques les plus étranges et les plus terrifiants de l'histoire moderne, une anomalie géopolitique qui plaçait le destin de millions de personnes entre les mains d'un seul individu. Le vaste territoire du bassin du Congo, un domaine s'étendant sur plus de 2 millions de kilomètres carrés, une superficie assez grande pour engloutir sa Belgique natale 66 fois, était désormais à lui. Ce n'était pas une colonie belge, une distinction cruciale et délibérée pour laquelle Léopold s'était battu avec une ténacité rusée. C'était son domaine privé, sa propriété personnelle, autant la sienne que la montre dans sa poche ou le palais dans lequel il dormait. Le nom qu'il choisit pour ce nouveau royaume, l'État indépendant du Congo, était un chef-d'œuvre de propagande cynique, peut être le mensonge le plus profond de tous. L'État n'était pas libre pour ses habitants, qui n'étaient désormais guère plus que de simples biens dans son vaste inventaire. Il était plutôt libre de toute contrainte extérieure, libre de tout contrôle parlementaire, libre de tout examen médiatique, libre de l'interférence agaçante des lois et des droits de l'homme qui régissaient son règne en Europe. Il était désormais un monarque absolu dans le sens le plus vrai et le plus terrifiant du terme, un roi constitutionnel à Bruxelles qui devenait un pharaon-dieu en Afrique. Depuis le confort opule de ses palais européens, à des milliers de kilomètres de l'humidité de la jungle et des peuples dont il commandait désormais la vie, ses décrets devenaient loi. Il était le seul législateur, la cour d'appel finale,
l'exécutif suprême, le commandant en chef et le propriétaire de chaque centimètre carré de terre, de chaque défense d'ivoire, de chaque liane de caoutchouc et de fait, de chaque être humain à l'intérieur de ses frontières. Cet arrangement créa un laboratoire d'avarice parfait et hermétiquement clos, un système fermé où les profits affluaient directement dans ses poches et où le coût humain pouvait être caché au monde. Il n'y avait personne pour remettre en question ses méthodes, personne pour vérifier ses comptes, personne pour crier au scandale face à la brutalité qui allait devenir le principe de fonctionnement central de son entreprise. La scène était maintenant parfaitement plantée pour une tragédie aux proportions épiques, un royaume privé bâti sur un fondement de mensonges, destiné à devenir un royaume privé d'horreur. Son royaume étant assuré sur le papier, le regard de Léopold se fixa désormais sur son premier prix tangible, l'immense et lucratif commerce de l'ivoire, l'or blanc de l'Afrique. Pour transformer sa souveraineté abstraite en profit sonnant et trébuchant, il avait besoin d'un agent sur le terrain, un homme dont la renommée prêterait de la légitimité à son projet et dont la cruauté lui permettrait de se frayer un chemin à travers la nature sauvage. Il trouva son instrument parfait en la personne du célèbre et redouté explorateur Henry Morton Stanley. Ayant déjà acquis une renommée mondiale pour ses expéditions transafricaines, Stanley était un homme dont l'ambition et la volonté de faire n'avaient d'égal que son profond mépris pour les vies africaines qui se dressaient sur son chemin. Léopold, avec ses coffres sans fond et ses grandes promesses de missions civilisatrices, séduisit facilement l'explorateur, transformant Stanley de chercheur de connaissances géographiques en architecte, en chef d'une entreprise commerciale fondée sur l'assujettissement. Sous le patronage de Léopold, Stanley retourna au Congo non pas en tant qu'invité, mais en conquérant déguisé. Sa mission était d'établir une chaîne de postes fortifiés le long de la vaste artère du fleuve Congo et, plus crucial encore, de s'assurer la terre elle-même. Il le fit par une campagne de fraude systématique, déployant ce qui serait connu sous le nom de traité de l'étoffe et des babioles. Les hommes de Stanley descendaient sur un village, présentant à son chef un document écrit dans une langue qu'il ne pouvait pas lire, rempli de clauses juridiques qu'il ne pouvait pas comprendre. En échange de quelques coupons de tissu, d'une bouteille de gin ou de quelques fils de laiton sans valeur, ses dirigeants étaient dupés et signaient pour tout abandonner. La propriété perpétuelle de leurs terres, des droits commerciaux exclusifs et même le travail de leur peuple. Plus de 450 de ces traités furent extraits par ce mélange d'intimidation et de prestidigitation, formant le socle juridique frauduleux de l'État de Léopold. Simultanément, Stanley supervisa la construction de l'infrastructure physique du pillage, faisant sauter une route rudimentaire au-delà des cataractes infranchissables du fleuve et établissant les postes qui deviendraient les centres névralgiques de son régime. Ce n'était pas l'œuvre du progrès, c'était la forge d'une cage, où chaque kilomètre de route était une future voie pour les soldats et chaque nouveau poste une future garnison pour la terreur à venir. La quête initiale de l'ivoire, aussi brutale fut-elle, servit de répétition générale à une horreur bien plus grande, établissant les méthodes de coercition et construisant le cadre même du contrôle qui serait bientôt réaffecté aux atrocités à l'échelle industrielle du système du caoutchouc rouge. Alors que l'extraction brutale de l'ivoire avait réussi à amorcer le moteur de l'entreprise de Léopold, ce fut une invention apparemment sans rapport dans un atelier de Belfast qui allait jeter de l'huile sur le feu, transformant le Congo d'un site de pillage primitif en un creuset d'atrocités à l'échelle industrielle. En l'an 1888, un vétérinaire nommé John Boyd Dunlop développa le premier pneu pneumatique pratique, un simple tube de caoutchouc rempli d'air qui révolutionna les transports. Soudain, les bicyclettes de l'époque, qui vous secouaient les os, devinrent des machines confortables et efficaces, déclenchant un engouement mondial. Cela fut rapidement suivi par l'aube de l'automobile, une autre invention entièrement dépendante du caoutchouc pour ses pneus, ses tuyaux et ses joints. Une demande insatiable, vorace et mondiale de caoutchouc explosa du jour au lendemain. Les usines d'Europe et d'Amérique, bourdonnant de l'énergie du nouveau siècle, réclamaient à corps et à cri cette marchandise élastique miraculeuse, et les prix atteignirent des sommets sans précédent. Pour le roi Léopold, cette nouvelle fut comme une révélation divine. Depuis Bruxelles, il vit son royaume personnel, une terre qu'il avait acquise pour son ivoire, se révéler soudainement assis sur un véritable océan vert de ce qui était devenu la ressource agricole la plus précieuse du monde. Les forêts du Congo étaient étouffées de lianes de caoutchouc sauvage, Landolphia howariensis, un trésor naturel dont la valeur éclipsait désormais le commerce de l'ivoire au-delà de ses rêves les plus fous.
Un profond changement s'opéra dans le calcul de l'exploitation du roi. L'ivoire était un prix fini, prélevé sur un éléphant abattu lors d'une seule transaction violente. Le caoutchouc était une récolte. Il exigeait une offre constante, épuisante et sans fin de main-d'œuvre pour entailler les épaisses lianes, recueillir le latex collant qui s'écoulait lentement et le traiter pour l'expédition. Le peuple congolais n'avait que faire de ce travail ardu. Aucune raison d'abandonner sa propre agriculture de subsistance pour servir les marchés étrangers d'un roi lointain. Léopold réalisa avec une clarté glaçante que pour répondre à la demande vorace du monde et capitaliser sur cette manne stupéfiante, il ne pouvait pas simplement tromper ou intimider la population, il devrait l'asservir entièrement. La brutalité relativement désorganisée de l'ère de l'ivoire n'était plus suffisante. Un nouveau système, plus terrifiant, serait nécessaire. Une machine de coercition humaine conçue pour extraire jusqu'à la dernière goutte de latex de la forêt, quel qu'en soit le coût humain. L'âge du caoutchouc rouge était sur le point de commencer. Pour mener une campagne d'assujettissement économique total, une armée sans pareille était nécessaire, et Léopold créa donc son parfait instrument de terreur, la force publique. Ce n'était pas une armée au sens conventionnel du terme. Elle n'avait pas d'ennemis étrangers à combattre, pas de frontières à défendre. Son nom, comme l'État qu'elle servait, était une blague cruelle, car son seul but était de mener une guerre interne et implacable contre le peuple même du Congo, pour le plier à la volonté économique singulière de son roi lointain. Le commandement de cette force était une collection hétéroclite d'hommes blancs issus des marges de la société européenne, des officiers militaires déshonorés, des aventuriers en quête de sensations fortes, et des mercenaires impitoyables de Belgique, de Scandinavie et d'ailleurs, des hommes attirés dans la jungle par la promesse d'une autorité sans entrave et la chance d'accumuler une richesse bien au-delà de leurs conditions. Ils étaient la tête froide et calculatrice du serpent, mais le véritable génie diabolique de la force publique résidait dans la composition de son corps. Les soldats de base, ceux qui allaient mener les incendies, les flagellations et les tueries, étaient les Congolais eux-mêmes. Ils étaient des victimes transformées en bourreaux, coupés de leur propre communauté par la conscription forcée, capturés lors de raids, ou parfois recrutés jeunes garçons dans des orphelinats, remplis des enfants de ceux que le régime avait déjà tués. Ces recrues étaient soumises à un processus de brutalisation conçu pour effacer leurs anciennes identités, battues et disciplinées, jusqu'à ce que leur loyauté n'appartienne plus à leur village ou à leurs parents, mais à l'officier blanc qui les commandait et à l'État qui les armait. Armés de fusils modernes à chargement par la culasse et du chicotte, un fouet vicieux en peau d'hippopotame, qui pouvait arracher la peau du dos d'un homme, cette armée devint une force d'oppression pure. Sa mission était simple, marcher sur tout village qui ne respectait pas son quota de caoutchouc et infliger une punition si terrible qu'elle servirait de leçon à tous les autres. La création de la force publique fut la solution ultime de Léopold au problème du travail, un cycle de violence auto-entretenu où les opprimés étaient forgés en outils de leur propre oppression, une armée privée pour un roi privé, prête à déchaîner un holocauste privé. Avec son armée de terreur désormais en place, le régime mit en œuvre le mécanisme central de sa nouvelle économie alimentée par le caoutchouc, un système d'extraction dont le génie résidait dans sa simplicité diabolique. Il était connu sous le nom de système des quotas, un mandat de souffrance délivré non pas par une violence chaotique, mais par la logique froide et inexorable d'un bilan comptable. Le processus était brutalement efficace et répétable à l'infini. Un agent de l'État ou d'une des sociétés concessionnaires privées à qui Léopold louait de vastes territoires arrivait dans un village, flanqué de la présence menaçante de ses escortes de la force publique. Il assemblait les anciens du village et, sans négociation ni appel, les informait de leurs nouvelles obligations envers l'État. La demande portait toujours sur une quantité spécifique de caoutchouc sauvage, un poids calculé non pas en fonction de ce qu'un village pouvait raisonnablement produire, mais de ce que l'État exigeait dans sa faim insatiable de profit. Ces quotas étaient intentionnellement fixés à des niveaux impossibles, conçus pour pousser la communauté au point de rupture absolue et au-delà, garantissant que chaque moment d'éveil serait consumé par la course frénétique et désespérée pour atteindre l'objectif. Les hommes du village, autrefois agriculteurs, chasseurs et pêcheurs, étaient désormais transformés en esclaves du caoutchouc à plein temps, contraints d'abandonner les champs et le fleuve qui subvenaient aux besoins de leur famille. Ils devaient marcher pendant des jours dans les parties les plus profondes et les plus dangereuses de la jungle, passant des semaines à la fois engagés dans le travail ardu et inhabituel de trouver les précieuses lianes, de les entailler et de collecter la lente et collante coulée de latex. Le système était un parfait moteur de désespoir,
intentionnellement conçu pour l'échec. Pour Léopold et ses agents, un village qui atteignait son quota était un signe que le quota était trop bas. Le véritable but n'était pas simplement de récolter du caoutchouc, mais de créer un état permanent de dette et de peur, où l'incapacité à satisfaire une demande impossible servait de prétexte légal à la punition horrible qui était toujours l'outil ultime d'application. Alors que les agents de l'État repartaient, un voile de terreur silencieuse s'abattait sur le village, le poids de la tâche impossible à venir pesant sur chaque âme, un prélude au retour inévitable et violent de la force publique. Lorsque la terreur abstraite du quota et la menace imminente de violences futures s'avéraient insuffisantes pour pousser les hommes au point de rupture, le régime affina ses méthodes de coercition, passant de la pression psychologique à une forme de cruauté si directe et si profondément maléfique qu'elle mettait à nu l'absence d'âme de toute l'entreprise. C'était le système de prise d'otages, une politique qui transformait en armes les liens humains les plus sacrés de la famille et de l'amour. Lorsque les hommes d'un village étaient contraints à leur longue marche dans la jungle pour la récolte du caoutchouc, les soldats de la force publique descendaient et s'emparaient du reste de la population. Les femmes et les enfants étaient parqués comme du bétail et conduits dans des enclos rudimentaires et sordides, des prisons à ciel ouvert construites à la hâte et impropres à l'habitation humaine. Là, ils étaient détenus en garantie, des assurances vivantes que leurs maris et leurs pères reviendraient avec la quantité de caoutchouc requise. Imaginez la scène à l'intérieur de ces enclos. Des centaines d'êtres humains entassés sous un soleil de plomb et une pluie glaciale, sans abri, sans installation sanitaire, et n'ayant rien à manger que les rations de famine de manioc pourris que leurs gardes leur jetaient occasionnellement. Le sol devenait une boue fétide d'excréments et de saleté, un foyer de dysenterie et de maladies qui ravageaient les captifs émaciés. Une mère ne pouvait que tenir son enfant en pleurs, son lait s'étant tari depuis longtemps, son corps trop faible pour offrir du réconfort, regardant la vie s'éteindre lentement dans les yeux de la personne qu'elle aimait plus que tout au monde. L'air était épais de l'odeur de la mort et du bourdonnement bas et constant du désespoir. Ce n'était pas un sous-produit chaotique du système, c'était le système lui-même fonctionnant comme prévu. Chaque otage était un poste sur un registre à Bruxelles, un collatéral humain dont la souffrance était un investissement calculé pour assurer un retour rentable. Les hommes, peinant dans la forêt, étaient tourmentés par la certitude que la vie de leur famille dépendait entièrement de la quantité de latex collant qu'ils pouvaient gratter des lianes, une course désespérée et exaspérante contre le temps, la faim et la froide indifférence de leur roi. Dans le cercle le plus profond de l'enfer de Léopold, il existait une atrocité finale et déterminante, une pratique si singulièrement dépravée qu'elle deviendrait le symbole durable de l'horreur de l'État indépendant du Congo. C'était la politique de la main coupée, un cauchemar né des motifs les plus banals, la frugalité bureaucratique. Dans sa quête obsessionnelle du profit, Léopold exigeait que ses agents soient responsables de chaque dépense, y compris des précieuses balles pour leurs fusils modernes. Pour s'assurer que les soldats de la force publique ne gaspillaient pas de munitions en chassant des animaux pour se nourrir ou pour le sport, un système comptable grotesque fut conçu. Pour chaque cartouche tirée, un soldat devait produire la preuve qu'elle avait été utilisée pour tuer une personne, un soi-disant rebelle ou dissident. Cette preuve était la main droite de la victime. Ce registre de la mort, simple et froid, se métamorphosa rapidement en une forme de terreur inimaginable. Un soldat qui utilisait une balle pour se nourrir, craignant le fouet pour une cartouche gaspillée, trouvait simplement une victime vivante, un enfant en train de jouer, une femme travaillant dans un champ, et lui coupait la main pour équilibrer ses comptes. La main devint une monnaie brutale, un reçu de massacre qui pouvait être collecté sur les vivants aussi facilement que sur les morts. À partir de là, elle évolua pour devenir l'outil ultime de guerre psychologique du régime. Les expéditions punitives envoyées pour punir les villages qui n'atteignaient pas leur quota de caoutchouc ne se terminaient pas seulement par un massacre, mais par une mutilation de masse, les soldats coupant les mains des hommes, des femmes et des enfants sans discernement. Ils retournaient à leur poste non seulement avec des rapports, mais avec des paniers d'osier remplis de mains humaines fumées, un tribut macabre déposé aux pieds de leurs officiers blancs pour démontrer une journée de travail productive. Les victimes vivantes, les mutilés, étaient transformées en fantômes ambulants, en sermons permanents et silencieux sur le prix de la résistance. L'image d'un père regardant dans le vide, son regard posé sur la main et le pied coupé de sa fille de 5 ans, n'est pas une aberration, c'est le portrait le plus fidèle de toute l'entreprise de Léopold. Un système où des êtres humains étaient démembrés, littéralement et métaphoriquement, pour nourrir l'appétit vorace d'un roi lointain.
Alors que le théâtre grotesque de la main coupée et l'agonie silencieuse des enclos d'otages offrent des portraits inoubliables de la souffrance individuelle, la véritable ampleur, ahurissante, de l'œuvre d'horreur de Léopold ne peut être appréciée qu'à travers le prisme froid et impartial de la démographie. L'histoire de l'État indépendant du Congo est en fin de compte une histoire de chiffres, une arithmétique brutale de l'effacement qui glace l'âme bien plus que n'importe quelle atrocité isolée. Lorsque Léopold commença son entreprise en 1885, la population du vaste bassin était estimée par les démographes historiques à environ 20 millions de personnes. Lorsqu'il fut finalement contraint de renoncer à son royaume privé en 1908, cette population avait été réduite à environ 10 millions, une perte de 10 millions d'êtres humains, une réduction de 50% de la densité humaine d'une région de la taille de l'Europe occidentale en un peu plus de 2 décennies. Ce ne fut pas une catastrophe naturelle, ce fut une apocalypse provoquée par l'homme, conçue par un ensemble de politiques précises et interdépendantes. Les causes de cet effondrement stupéfiant peuvent être réparties en 4 catégories de décès distinctes, mais qui se chevauchent. Premièrement, le meurtre direct. Les centaines de milliers de personnes abattues lors d'expéditions punitives, battues à mort par le chicotte ou exécutées pour ne pas avoir atteint leur quota. Deuxièmement, et bien plus meurtrière, la famine organisée. En forçant toute la population masculine dans les forêts pour récolter le caoutchouc, le régime a systématiquement démantelé les structures agricoles et sociales qui avaient soutenu les populations pendant des siècles, les champs restèrent en jachère, les groupes de chasse cessèrent et des communautés entières moururent de faim par politique d'État. Troisièmement, la maladie. La malnutrition endémique, les migrations forcées et l'effondrement de la société créèrent une boîte de pétri parfaite pour des épidémies comme la variole et de manière la plus dévastatrice, la maladie du sommeil, qui balayèrent la population affaiblie et traumatisée comme un fléau biblique. Et enfin, il y eut l'effondrement catastrophique du taux de natalité. Dans un monde d'une terreur et d'un désespoir si profond, où les familles étaient brisées et où l'avenir ne réservait que de la douleur, la société cessa tout simplement de se reproduire. C'est cette combinaison de meurtres directs, de famines systémiques, de maladies incontrôlées et d'effondrements démographiques qui permet d'atteindre le chiffre de 10 millions. Ce n'est pas une hyperbole, c'est une estimation historique prudente du coût de la cupidité d'un seul homme. Un empire bâti sur des mensonges et scellé par la terreur ne peut survivre à l'exposition à la lumière. Et malgré son apparente distance, le royaume de Léopold avait une vulnérabilité fatale, les bateaux à vapeur qui le reliaient au monde. C'est sur les quais d'Anvers et de Liverpool que les premières fissures dans l'édifice de la tromperie commencèrent à apparaître, non pas grâce au travail d'un homme d'État ou d'un espion, mais grâce à la diligence tranquille d'un employé aux expéditions nommé Edmund Morel. Homme aux habitudes méticuleuses et doté d'une forte conscience morale, le travail de Morel consistait à superviser les manifestes de cargaison pour une grande compagnie maritime qui desservait l'État indépendant du Congo. Jour après jour, il observait une divergence horrifiante qui défiait toute logique de libre-échange. Il voyait des fortunes illimitées en caoutchouc et en ivoire être déchargées des navires arrivant du Congo, mais les manifestes correspondants pour les voyages de retour ne mentionnaient aucune marchandise commerciale en échange. Au lieu de cela, les navires partant pour l'Afrique étaient remplis presque exclusivement de soldats, de fusils, de munitions et de chaînes. Morel, avec l'esprit précis d'un comptable, tira la seule conclusion possible. Ce n'était pas du commerce. C'était un État esclavagiste. C'était un vol organisé maintenu par la force des armes. Il quitta son emploi et consacra sa vie à exposer cette vérité, devenant un journaliste d'investigation et un activiste infatigable qui allait crier le secret de Léopold sur tous les toits. Tandis que Morel fournissait le feu moral et les preuves accablantes de l'extérieur, la preuve finale et irréfutable devrait venir de l'intérieur même du Congo. Cette preuve vint sous la forme de Roger Casement, le consul britannique dans la région. Diplomate de principe et respecté, Casement fut dépêché par le Foreign Office britannique pour enquêter sur les rumeurs croissantes d'atrocités, dont beaucoup avaient été alimentés par la campagne de Morel. Il voyagea profondément au Congo, documentant méthodiquement les horreurs dont il fut témoin, les enfants mutilés, les enclos d'otages, les villages dépeuplés. Son rapport officiel, soumis en 1904, n'était pas l'appel émotionnel d'un activiste, mais le témoignage sobre, détaillé et totalement accablant d'un fonctionnaire de la couronne. Il était précis, factuel et impossible à ignorer. La combinaison de la campagne publique acharnée de Morel
et du rapport officiel irréprochable de Casement créa une tempête parfaite, un mouvement de tenaille de la vérité qui finit par briser le mur de mensonges soigneusement construit par Léopold et força le monde à affronter le cauchemar qu'il avait créé. Les preuves fournies par Morel et le témoignage officiel de Casement n'étaient pas de simples rapports. Ce furent des étincelles jetées sur l'amadou sec de la conscience publique, déclenchant l'une des premières et des plus formidables campagnes internationales pour les droits de l'homme de l'ère moderne. Morel, avec son énergie débordante et sa fureur juste, fonda l'Association pour la réforme du Congo, un mouvement qui canalisa habilement l'indignation croissante en une pression politique tangible. L'association utilisa tous les outils à sa disposition, des réunions publiques bondées où des missionnaires montraient des photographies obsédantes sur plaques de verre d'enfants mutilés, au lobbying incessant dans les couloirs du pouvoir à Londres et à Washington. Mais le plus grand triomphe de la campagne fut sa capacité à s'assurer le soutien des voix les plus puissantes de l'époque, les géants de la littérature. La vérité sur le Congo, une fois mise en lumière, attira l'attention de Mark Twain, le célèbre humoriste et moraliste américain. Il déchaîna son formidable talent pour la satire dans un pamphlet cinglant intitulé « Le soliloque du roi Léopold », une brillante pièce de propagande dans laquelle le roi fulmine en privé, se lamentant de la révélation de ses crimes et se condamnant à chaque mot. Le pamphlet fut un coup de maître, traduisant des réalités politiques complexes en un portrait psychologique convaincant d'un tyran monstrueux, et il fut distribué à grande échelle. Il fut bientôt rejoint par un autre titan littéraire, Sir Arthur Conan Doyle. Le créateur du très logique Sherlock Holmes prêta sa propre renommée et crédibilité considérable à la cause, en publiant un livre passionné et méticuleux intitulé « Le crime du Congo ». Dans ces pages, Doyle abandonna la fiction et agit en procureur, exposant les preuves contre Léopold avec une logique froide et accusatrice, appelant à une intervention internationale pour mettre fin aux atrocités. L'implication d'hommes comme Twain et Doyle amplifia le message des réformateurs par mille, transportant l'histoire du domaine de la politique à celui de la culture populaire. Léopold pouvait rejeter les activistes comme des excentriques et les missionnaires comme des sentimentalistes, mais il ne pouvait pas aussi facilement rejeter les auteurs les plus célèbres du monde. Le pouvoir de leur plume le couvrit de honte sur la scène mondiale, transformant l'opinion publique en une marée de condamnation irrésistible qui commença à battre les fondations mêmes de son royaume imbibé de sang. Sous le poids écrasant de la condamnation mondiale, la position de Léopold devint finalement intenable. Les grandes puissances qui lui avaient autrefois allègrement offert un continent le considéraient désormais comme un profond embarras, un roi voyou dont la sauvagerie menaçait la légitimité morale perçue de l'ensemble du projet colonial. Il fut contraint à la table des négociations, mais même dans sa défaite, il orchestra un dernier acte d'avarice d'un cynisme à couper le souffle. La fin de l'État indépendant du Congo en 1908 ne fut pas une confiscation ou une saisie, ce fut une vente. Dans un testament final de sa cupidité impénitente, Léopold obligea le Parlement belge à lui acheter son royaume privé. L'accord était exorbitant. L'État belge dut non seulement assumer les dettes massives de l'État indépendant du Congo, dont une grande partie était due à Léopold lui-même par un enchevêtrement de supercherie financière, mais il lui versa également une somme supplémentaire énorme à titre de gratification personnelle pour ses efforts et pour les grands projets de construction qu'il avait initiés. Il ne renonça pas à sa colonie dans la honte. Il la vendit avec une prime, s'assurant que son holocauste lui rapporterait un dernier et beau dividende. Il mourut juste un an plus tard, en 1909, non pas sur le banc des accusés d'un tribunal pénal ou dans les confins d'une cellule de prison, mais dans le confort opule de son palais, l'un des hommes les plus riches de la terre. La justice, dans quelque sens humain du terme, ne vint jamais pour lui. Et alors que le monde le connaissait comme le boucher du Congo, dans son propre pays, son héritage fut méticuleusement blanchi. Les vastes profits arrachés à la souffrance de millions de personnes furent investis dans l'embellissement de la Belgique. Les grands musées, le magnifique palais de Tervuren, les arcs de triomphe et les élégantes avenues qui lui valurent le surnom chéri de « roi bâtisseur » furent tous financés avec du caoutchouc rouge. Ces crimes ne furent pas seulement impunis, ils furent immortalisés dans la pierre et le marbre, un héritage architectural étincelant bâti sur les fondations de 10 millions de morts congolais, le monument ultime et durable d'un crime sans châtiment. La fin formelle de l'État indépendant du Congo en 1908 n'a pas clos le livre sur ce chapitre horrible de l'histoire. Elle n'a fait que terminer le premier volume. Le véritable héritage du roi Léopold II
est un conte obsédant de deux mémoires très différentes, un témoignage de l'amnésie sélective des puissants et du traumatisme durable des sans-pouvoir. En Europe, et particulièrement en Belgique, son fantôme fut blanchi en celui du grand roi bâtisseur, son nom gravé à jamais sur les grands musées et les arcs de triomphe qu'il finança. Ses statues restèrent, symboles vénérés de la fierté nationale, ses crimes commodément oubliés, excisés du programme scolaire national et relégués à une note de bas de page sur les excès coloniaux. Son héritage fut celui d'une beauté tangible et célébrée, un grand patrimoine de pierre et de marbre. Mais au Congo, son héritage était une plaie béante au cœur d'un continent. Il n'a pas seulement extrait du caoutchouc et de l'ivoire, il a extrait l'âme même des sociétés qu'il a touchées, brisant les anciennes structures politiques, anéantissant les économies locales et introduisant une échelle de violence si extrême qu'elle s'est normalisée pour des générations. Les graines du chaos futur furent semées dans le sol de sa cupidité. La violence arbitraire, la destruction des dirigeants locaux et l'établissement d'un État bâti uniquement pour le pillage kleptocratique créèrent un héritage empoisonné qui allait directement alimenter l'instabilité politique, les guerres civiles et la dictature brutale de Mobutu Sese Seko au siècle suivant. La cicatrice durable est la compréhension que le présent troublé du Congo est inextricablement lié aux horreurs de son passé. Les fantômes des 10 millions de morts ne reposent pas en paix. Ils sentent les élégantes avenues de Bruxelles, ils persistent dans les mines du Katanga, et ils murmurent une leçon intemporelle et glaçante sur la nature du pouvoir sans contrôle, le prix de la cupidité et la façon dont l'histoire, lorsqu'elle n'est pas honnêtement confrontée, a la terrible habitude de ne jamais être vraiment terminée. Sous le poids écrasant de la condamnation mondiale, la position de Léopold devint finalement intenable. Les grandes puissances qui lui avaient autrefois allègrement offert un continent le considéraient désormais comme un profond embarras, un roi voyou dont la sauvagerie menaçait la légitimité morale perçue de l'ensemble du projet colonial. Il fut contraint à la table des négociations, mais même dans sa défaite, il orchestra un dernier acte d'avarice d'un cynisme à couper le souffle. La fin de l'État indépendant du Congo en 1908 ne fut pas une confiscation ou une saisie, ce fut une vente. Dans un testament final de sa cupidité impénitente, Léopold obligea le Parlement belge à lui acheter son royaume privé. L'accord était exorbitant. L'État belge dut non seulement assumer les dettes massives de l'État indépendant du Congo, dont une grande partie était due à Léopold lui-même, par un enchevêtrement de supercheries financières, mais il lui versa également une somme supplémentaire énorme à titre de gratification personnelle pour ses efforts et pour les grands projets de construction qu'il avait initiés. Il ne renonça pas à sa colonie dans la honte. Il la vendit avec une prime, s'assurant que son holocauste lui rapporterait un dernier et beau dividende. Il mourut juste un an plus tard, en 1909, non pas sur le banc des accusés d'un tribunal pénal ou dans les confins d'une cellule de prison, mais dans le confort opule de son palais, l'un des hommes les plus riches de la terre. La justice, dans quelque sens humain du terme, ne vint jamais pour lui. Et alors que le monde le connaissait comme le boucher du Congo, dans son propre pays, son héritage fut méticuleusement blanchi. Les vastes profits arrachés à la souffrance de millions de personnes furent investis dans l'embellissement de la Belgique. Les grands musées, le magnifique palais de Tervuren, les arcs de triomphe et les élégantes avenues qui lui valurent le surnom chéri de « roi bâtisseur » furent tous financés avec du caoutchouc rouge. Ces crimes ne furent pas seulement impunis, ils furent immortalisés dans la pierre et le marbre. Un héritage architectural étincelant bâti sur les fondations de 10 millions de morts congolais, le monument ultime et durable d'un crime sans châtiment. La fin formelle de l'État indépendant du Congo en 1908 n'a pas clos le livre sur ce chapitre horrible de l'histoire. Elle n'a fait que terminer le premier volume, laissant derrière elle une cicatrice durable qui allait s'infecter pendant plus d'un siècle. Le véritable héritage du roi Léopold II est un conte obsédant de deux mémoires très différentes, un témoignage de l'amnésie sélective des puissants et du traumatisme durable des sans-pouvoir. En Europe et particulièrement en Belgique, son fantôme fut blanchi en celui d'un bâtisseur célébré, un grand modernisateur dont le nom fut gravé sur les grands musées et les arcs de triomphe qu'il finança avec sa fortune africaine. Ses crimes furent commodément oubliés, excisés du programme scolaire national et relégués à une note de bas de page sur les excès coloniaux, ses statues restant comme des symboles vénérés d'un passé glorieux. Mais au Congo, son héritage était une plaie béante au cœur d'un continent, un souvenir non pas de pierre et de marbre, mais de fantômes et d'absence.
Là, on se souvenait de lui comme d'un tyran génocidaire, un architecte d'une terreur qui non seulement tua des millions de personnes mais brisa également les sociétés, détruisit les structures politiques et anéantit les économies. La brutalité et le pillage de son régime créèrent un héritage empoisonné, un ADN politique de violence et de kleptocratie qui allait définir la nation pour les 100 années à venir. Le siècle suivant de guerre, de pauvreté et d'instabilité peut être directement retracé aux fondations qu'il a posées. Le chaos qu'il a déchaîné est devenu le terreau dans lequel les futurs dictateurs allaient grandir et les futurs conflits éclater. Cette longue ombre de l'histoire nous laisse avec une question philosophique et sombre sur la nature de la justice et de la mémoire. Alors que Léopold lui-même a échappé à toute sanction légale, le verdict de l'histoire est accablant. Son histoire sert de rappel glaçant que les comptes de l'histoire finissent par être réglés, que les monuments peuvent mentir, et que les fantômes de crimes d'une telle ampleur ne sont jamais vraiment mis au repos, continuant de hanter le présent et d'exiger une reddition des comptes qui n'a que trop tardé.